Alors, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous présenter comment, au travers d'un exemple, on peut résoudre une équation diophantienne. Alors, dans un premier temps, on va se poser la question, une équation diophantienne, c'est quoi? Voici un exemple, qui est l'exemple que nous allons traiter dans l'ensemble de cette présentation. Il s'agit d'une équation du type AX plus BY est égal à C, où A, B et C, A égale 87, B égale 31, C égale 1, sont des entiers relatifs, positifs ou négatifs donc. Les inconnus sont désignés par X et Y et sont eux-mêmes des entiers. Première remarque, si on travaillait sur l'ensemble des réels, ce type d'équation ne serait pas résoluble exactement. En effet, une équation avec deux inconnus, ça ne fonctionne pas sur les réels. Si on a deux inconnus, il faut deux équations, de façon à pouvoir obtenir un couple solution. Et bien ici, on va pouvoir apporter des solutions quand bien même on n'aurait qu'une seule équation. La résolution se fait toujours en plusieurs étapes, en 3 étapes pour être précis. L'étape numéro 1, qui a l'air de rien, mais qui est quand même importante, est de se poser, est-ce que a priori, on peut trouver des solutions à ce type d'équation diophantienne? En fait, c'est une histoire de PGCD, et qui renvoie à quelque chose qu'on a déjà vu dans le chapitre, le théorème ou l'identité de Bézout. En effet, si on reprend nos deux valeurs de A et de B, 87 et 31, d'après le théorème ou éventuellement l'identité de Bézout, dans ce cas particulier ici, il existe un couple d'entiers UV tel que 87U plus 31V est égal au PGCD de 87 et de 31. Or ici, remarquons que le PGCD de 87 et de 31 est égal à 1. En effet, 31 est un nombre premier qui ne divise pas 87. Conclusion, le PGCD est bien égal à 1. Conclusion, d'après le théorème cité ici, on est sûr qu'il y a au moins un couple solution. Que faire si jamais la valeur qu'on aura à la place de C n'est pas un multiple du PGCD? Eh bien justement, ça nous arrange bien, rien. Si on n'est pas multiple du PGCD au niveau du second membre, il n'y a rien à faire, ça veut dire que l'équation diophantienne présentée n'admet aucun couple solution. Ici, on est dans le cas le plus confortable puisque directement on obtient le PGCD. Donc, notre équation diophantienne, il est légitime de l'étudier, de rechercher ces solutions puisqu'il y en aura. Étape numéro 2. On sait qu'il existe des couples solutions. On va commencer par chercher un couple de solutions particulières. Comment faire? C'est une technique qui a déjà été vue, c'est l'algorithme d'Euclide, appelé également algorithme d'Euclide étendu ici, puisqu'il va permettre de récupérer un couple solution, alors on l'appelle U0, V0, X0, Y0, tout dépend des notations qui sont en vigueur. On met en œuvre l'algorithme d'Euclide étendu, je vous passe le détail des calculs qui sont ici, et on obtient ici 5 et moins 14. Comment est-ce que cela s'interprète? 87 fois 5, moins 31 fois 14, on retrouve bien le 5 et le moins 14 dans l'équation de départ, à savoir 87x plus 31v est égal à 1, et le résultat de ce calcul est bien égal à 1. Conclusion, on a bien un bon couple solution. Une fois que le couple solution particulier a été trouvé, on sait qu'on peut trouver d'autres solutions. Mais la question qu'on va se poser, c'est quelle est la structure des autres couples solutions? Comment, partant d'un couple solution particulier, on peut trouver toutes les autres solutions? Cela correspond à l'étape 3, déterminer la structure de toutes les solutions, ou plutôt j'aurais dû dire de tous les couples solutions. Pour répondre à cette étape 3, on va utiliser un raisonnement du type analyse-synthèse. Alors je rappelle rapidement l'analyse-synthèse. L'analyse, on suppose que UV est un couple solution. Et on va dérouler une méthode qui nous permettra de trouver des informations sur U et V. Une fois qu'on aura un paquet d'informations utiles, synthèse, on va se poser la question, mais est-ce que tous les couples solutions que j'aurai déduits de mon analyse sont effectivement des solutions du problème? C'est-à-dire qu'on va avoir un raisonnement en deux temps, dans un sens descendant, puis dans un sens remontant, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc allons-y pour l'analyse. U et V est un couple solution. De quoi? De l'équation diophantienne de départ. 87U plus 31V est égal à 1. Précédemment, j'ai trouvé que 5 et moins 14, grâce à l'algorithme d'Euclide étendu, est un couple de solutions particulières. Je l'écris.
Je superpose donc ces deux écritures, l'une au-dessus de l'autre, en ordonnant le 87 au-dessus du 87, le 31 au-dessus du 31. Et c'est ici qu'intervient la première subtilité du raisonnement. Souvent les élèves pensent que la partie difficile, c'est la partie qui est ici. Mais en fait, c'est de l'autre côté que se situe le problème. C'est le fait d'être égal à 1 qui nous bloque dans l'application des autres théorèmes. Donc il va falloir trouver une technique qui permette de supprimer ce 1. Pour ce faire, pas de difficulté, présenté comme on l'a fait, on est tenté de faire la soustraction des deux lignes. Pourquoi la soustraction des deux lignes? Regardons tout de suite le second membre. 1 moins 1 égale à 0. Qu'est-ce qui se passe dans les autres termes? On va procéder colonne par colonne. D'abord la colonne du 87. 87U moins 87 fois 5. Le 87 se met en facteur. Facteur de quoi? U moins 5. Plus, second terme, du 31 qui vient se mettre en facteur ici. En facteur de quoi? De V, attention, moins 14. Moins 14, ça justifie l'apparition du plus qui est ici. Au final, j'obtiens une seule expression et le second membre de cette expression est égal à 0. Et ça, ça va nous aider pour la suite. En effet, j'ai remis en rouge là ce égal à 0. On va pouvoir mettre les deux termes de mon équation de part et d'autre du signe égal. Ça donne donc 87 facteur de U moins 5, moins, addition devient soustraction, moins 31 facteur de V plus 14. Et j'ai pas envie d'avoir ce moins qui se balade devant mon 31, je l'intègre dans la parenthèse. Soit 87 facteur de U moins 5 est égal à 31 facteur de moins V moins 14. Cette équation m'intéresse puisque je vais avoir besoin de la réinvestir un petit peu plus loin. Du coup, je la marque avec le symbole étoile qui est ici. Je continue mon raisonnement. Je réécris exactement ce que j'ai obtenu à la page précédente. J'observe que la quantité qui est à droite ici est un multiple de 31, puisque c'est de la forme 31 fois quelque chose. Conclusion, ça veut dire que la quantité à gauche du signe égal est également un multiple de 31. Une autre façon de le dire, ça veut dire que cette quantité ici est divisible par 31. Encore une autre façon de le dire, c'est dire que 31 divise le terme qui est ici, à savoir 87 facteur de U-5. Oui, mais là, on s'est rappelé qu'à l'étape 2, on a prouvé au passage, même à l'étape 1 également, que 31 et 87 ont un PGCD égal à 1. Une autre façon de le formuler, c'est qu'ils sont premiers entre eux. 31 divise le produit de deux quantités, 31 est premier avec l'une de ces deux quantités, on est exactement dans le cadre de l'application du théorème de Gauss. Le théorème de Gauss va nous dire à ce moment-là que 31 va forcément diviser la seconde quantité, à savoir U-5. C'est ce que j'écris ici. On obtient donc par le théorème de Gauss que 31 divise U-5. Écriture de cette divisibilité, il existe un entier K relatif tel que U-5 est égal à 31 fois K. J'insiste sur le « il existe », nous y reviendrons à la fin de notre raisonnement. J'isole le U, la soustraction par 5 devient addition par 5, U est donc de la forme 5 plus 31K. On est toujours dans un raisonnement descendant. J'ai de l'information sur U, je voudrais de l'information sur V. Rien de plus simple, je sais que U est de la forme à 5 plus 31K, et c'est ici que je vais retourner chercher mon équation siglée par le symbole étoile. Je la réécris ici, vous la retrouverez plus haut dans la vidéo, c'est exactement la même. Bien sûr, ici, il y a un terme U qui apparaît. Ce U, on a réussi à l'exprimer en fonction d'un autre paramètre K que j'injecte. Surprise, plus 5 moins 5, ça nous offre une jolie simplification. On obtient donc du 87 fois 31K est égal à 31 facteur de moins V moins 14, ça n'a pas bougé. Et évidemment, je vois que ici, je vais pouvoir simplifier avec le 31 qui est ici. Au final, les 31 disparaissent et il me reste 87K est égal à moins V moins 14, ce qui m'offre une expression de V en fonction du même paramètre K. J'ai donc une expression de U en fonction de K, j'ai une expression de V en fonction de K. Au final, les couples solutions, je suis toujours dans mon analyse, les couples solutions sont potentiellement de la forme 5 plus 31K, V égale à moins 14 moins 87K.
Ou a priori, K appartient à Z, mais j'ai pas plus d'informations sur ce cas. Mon analyse va montrer que les couples solutions sont forcément de cette forme-là. Réciproquement, je vais me poser la question, est-ce que, cette fois-ci, non pas il existe K appartenant à Z, mais est-ce que pour tout K appartenant à Z, pour toutes les valeurs de K entières relatives, les couples qui se représenteront sous cette forme-là vont effectivement être solutions de mon équation diophantienne de départ? Et bien ici, je vais donc changer d'adverbe. Je suis passé de l'adverbe potentiellement à l'adverbe effectivement. Petite différence, mais qui a toute son importance. Pour cette synthèse, on est dans l'ordre de la vérification, c'est-à-dire que je vais reprendre mon équation diophantienne de départ. Je vais substituer mes x et mes y ici avec leur expression en fonction de k, à savoir celles qui ont été trouvées ici. Remarquez que ce que j'écris ici est valable pour tout k appartenant à z. Je peux même le rajouter ici. Pour tout k appartenant à Z. On obtient donc le résultat qui est là. Vous développez, vous simplifiez. Le 87 fois 31K va simplifier avec le 31 fois moins 87K. Au final, une fois que vous avez tout simplifié, le résultat est égal à 1. Ce qui est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc j'insiste, raisonnement en deux temps. Un raisonnement descendant l'analyse, on trouve les couples potentiellement solutions. Un raisonnement remontant, en quelque sorte, c'est la synthèse. On vérifie que tous les couples qu'on a trouvés sont effectivement solutions de l'équation diophantienne de départ. Deux remarques. Revenons au départ. Première remarque, on a dit ici, si la valeur de C n'est pas un multiple du PGCD, à ce moment-là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de couple solution. Mais on pourrait se demander, si je ne tombe pas pile poil sur le PGCD de 87 et de 31, comment est-ce que je ferais? Imaginons, par exemple, ici, qu'à la place du PGCD, je mette 2. Bon, on a toujours des solutions qui sont possibles, puisque 2 est bien un multiple du PGCD. Donc d'après le théorème de Bézout, je suis assuré qu'il va toujours y avoir des solutions. Qu'est-ce que je devrais faire après? Et bien en fait, je vais remettre en marche cette méthode-là, exactement la même. Là, j'obtiens toujours la même égalité. Imaginez, vous voulez obtenir 2 ici, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Eh bien tout simplement de multiplier votre couple solution particulier par exactement la même quantité. C'est-à-dire si pour passer de 1 à 2, vous multipliez par 2, le 5 va devenir 10, le moins 14 va devenir moins 28. Et le restant du raisonnement va se faire exactement de la même façon, l'étape 3 étant déroulée de la même façon, à savoir analyse et synthèse. Voilà, n'hésitez pas à revoir cette vidéo, à faire de nombreuses pauses, le temps de d'écrire les choses, de les comprendre, et bon courage pour vous entraîner.